Tell me who are the criminals? The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, Bull. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs, Madame. Comme je vous l'ai promis, je ne vais certes pas répéter le discours d'ouverture de l'équipe de la défense de Monsieur Gbagbo. Je vais moi-même prendre la parole, je vais me pencher sur les charges. Ensuite, Monsieur Claver Ndri du barreau d'Abidjan prendra la parole pour aborder les événements qui ont précédé la violence post-électorale. Et Maître Zoukout du barreau de Bruxelles et un autre collègue du barreau d'Abidjan prendront la parole. Enfin, Monsieur Blé Goudet souhaite également prendre la parole dans un discours d'ouverture sur les charges. Et j'en appelle à l'indulgence de la Cour, nous risquons de dépasser les 3 heures que nous avions anticipées, qui sont les 3 heures que la Chambre nous a données pour les discours d'ouverture. Le juge président, vous avez droit à tout le temps qui vous est nécessaire. Maître Klaus, nous avons également préparé une préparation PowerPoint pour la Chambre. Et ici, sur ce premier écran, vous avez l'introduction, la table des matières de mon discours, qui est divisée en 3 volets. J'ai d'abord une première introduction, puis je vais me pencher sur le plan commun. En B, je vais défaire la théorie du procureur. Et en C, je vais élaborer le fait qu'il n'y a pas de lien entre les crimes allégués et la participation alléguée de M. Blé Goudet à ce plan commun. Monsieur le Président, je voudrais commencer par la marche de 2011. On est au cœur de la crise et à l'époque, les mots suivants ont été prononcés. Pour ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je le dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ces pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara et faisant disparaître les pro-Gbagbo. Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec les pro-Gbagbo en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Parce que moi, je suis convaincu que l'Église ivoirienne aura sa solution par les acteurs. Je suis convaincu. Le président Gbagbo, M. Ouattara, M. par asseoir, et je les invite à cela, j'appelle à un dialogue inter-ivoirien. Ce n'est pas moi qui ai prononcé ces paroles-là. Ce n'est pas moi. Ce sont là, pas non plus les paroles d'un représentant des Nations Unies ou d'un ami ou de M. Ouattara, non. Ce sont les paroles de Charles Blé Goudet lui-même, qui est l'accusé ici.
dans notre prétoire. Et non. Cela veut dire où vous êtes police, où vous êtes gendarme, où vous êtes militaire. Mais on ne peut pas, dans un pays, qu'ils mettent sur l'habit et les tirent partout dans le pays. Il est arrogant partout le pays. Ce n'est pas comme qu'on a dirigé la Côte d'Ivoire. Mr. President. Monsieur le Président, encore une fois, il s'agit là des paroles de Charles Blé Goudet lui-même. Ce même jour, en mars 2011. Je vous invite à voir cet extrait vidéo et vous verrez Monsieur Charles Blé Goudet qui prend la parole devant la nation. Du moment où vous avez lancé à Charles Blé Goudet plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle, et puis dernier mot d'ordre, vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour nous, les jeunes patriotes, pour les jeunes à la libération de leur pays, mais il y a une régulière des femmes. Exemple que nous vous présenterons pendant ce procès pour vous prouver que l'hypothèse du procureur est erronée et les mots que M. Charles Blé Goudet dans la loi et donc en ralliant l'armée. Et c'est en fait le message en substance de M. Blé Goudet. Il ajoute que le gouvernement ne devrait pas distribuer des armes aux civils. Il répète plusieurs fois dans ce même entretien qu'il ne voulait pas de guerre civile dans son pays. Et Monsieur le Président, ce sont là les mots de Monsieur Blé Goudet lui-même en mars 2011. Et ce sont des mots qui n'ont pas été repris en commun allégué, contrairement à ce que le procureur prétend, M. Blé Goudet n'a jamais essaye de vous faire croire. Et alors que le colonel Ouattaro, qui était le chef d'état-major en juin, s'adresse aux soldats, il déclare qu'à la marche sur et s'adresse aux rebelles la veille de cette marche. Les ministres du gouvernement
de M. Ouattara, mais à l'époque, il était également ministre de la Défense. Alors nous avons un Premier ministre, ministre de la Défense, qui prend la parole aux rebelles, devant les rebelles, et non pas des forces de police, qui sont là pour maintenir la paix et la loi et l'ordre. C'est quand même quelque chose pour le moins extraordinaire. Et à l'époque, M. Soro était ministre de... Il leur donne l'ordre d'être prêts, de se mobiliser, de se préparer pour récupérer ce bâtiment et le reprendre des mains des FDS. C'est finalement très différent. Président, c'est le bureau du procureur qui, en juin 2012, a interrogé un témoin de l'intérieur en long et en large. Mais ce témoin n'apparaît pas sur la liste du procureur. Il convient de se demander pourquoi. C'était ce témoin qui a déclaré au procureur, on est en juin 2015, et je cite, vous le prouvez. À ce moment-là, toute l'histoire du procureur qui nous explique que M. Blegoudi était un homme de violence, qui avait une intention violente, criminelle, que de ces autres enquêtes qui pourraient porter à conséquence sur notre affaire ici. En effet, il n'est pas improbable que ces enquêtes-là apportent des éléments à décharge. La Chambre pourrait ici ne pas rendre un avis, un jugement juste et équitable, n'ayant pas eu l'intégralité des recherches menées par le procureur dans les forces pro-Ouattara. Et puisque l'on parle de ces faits erronés, de cette théorie erronée, c'est le cas du procureur, en tout cas, lorsqu'il qu'il y a une préface très impressionnante. La préface est juste avant de mourir, en 2004, et qu'il a écrit au condamné par erreur, parce qu'il a été lui-même la victime d'une telle erreur de justice. Et puis il fut blanchi en 1985 après 2 décennies de prison. Et voici la citation que je voulais vous citer. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les ornières de la vision sont celles qui aboutissent à ces erreurs de jugement. Moi, je pense que la cause réelle des erreurs de condamnation est l'aveuglement délibéré. Et c'est ce que la plupart des accusés n'imaginent même pas possible. Fin de citation. Monsieur le Président, mon hypothèse, et c'est ainsi que je vais la développer, démontrera que le discours du procureur s'apparente à l'aveuglement. Et je viens de vous donner 2 exemples dans mon introduction. Et je crois que cela illustre l'aveuglement du procureur qui a fermé les yeux sur
la réalité de l'histoire, sur les aspects sociopolitiques et la personnalité de M. Blé Goudet, et même sur ces éléments de preuve par rapport au schéma que l'on retrouve d'ailleurs dans le droit pénal. Eh bien, je pense que dans le droit pénal, les principes qui s'imposent ici, c'est une suspension du prononcé et c'est ce que nous allons vous prouver tout au cours de ce procès. Du fait de cet aveuglement, et c'est un danger, la Chambre, avec tout le respect que je lui dois, ne devrait pas faire confiance. Il pourrait, sans vraiment connaître les actions et les intentions de Blé Goudet, pourrait venir ici à l'AE incriminer M. Blé Goudet. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Blé Goudet a été arrêté en janvier 2013. Il a été maintenu dans des conditions inhumaines et dégradantes dans les locaux de la DST, Direction de la surveillance du territoire. Lors de sa première comparution, M. Blé Goudet a informé la Chambre sur ses mauvais traitements, confirmé d'ailleurs par l'un des témoins du procureur, le témoin 454, qui confirme qu'il a été torturé à la DST. Or, c'est là qu'il a été emprisonné pendant presque 14 mois. Alors, en quoi est-ce important? Et je vais vous montrer une des photos qui a été faite de Blé Goudet par quelqu'un d'autre alors qu'il était à la DST. Vous verrez comment il était traité. Vous verrez comment on l'a battu. Alors, en quoi est-ce important? Ce n'est pas pour susciter plein d'émotions ici dans cette chambre et secrétoire. C'est parce que les événements, les éléments de preuve qui sont présentés par les autorités ivoiriennes et les témoins du procureur doivent être traités avec la plus grande prudence. C'est le message que je veux donner à la Chambre. Quand on voit comment M. Blé Goudet était traité en 2013, avant de comparaître ici pour la première fois à la Chambre, et comment il a été traité par ses propres autorités, à savoir les forces de police. À ce moment-là, on peut commencer à se méfier de tous les éléments de preuve qui sont présentés par les autorités ivoiriennes. Je vais vous expliquer maintenant le droit fil de notre hypothèse de défense et pourquoi il n'aurait jamais pu participer à ce plan commun allégué. During our case, Mr. President, we will show Nous vous montrerons tout au long de ce procès que M. Blé Goudet était perçu par ses adversaires et les siens comme quelqu'un de trop pacifiste. Mr. President, to the eve of Je voudrais vous ramener à la veille de 2009, les élections, à la veille des élections en Côte d'Ivoire. À l'époque, Monsieur le Président, il y a une personne fort intéressante qui arrive à Abidjan. C'est Monsieur Jesse Jackson. Et vous savez sans doute que Monsieur Jesse Jackson était le bras droit de Martin Luther King, le symbole de la désobéissance civile, des droits de l'homme, de la paix, de la réconciliation, un militant connu des droits civils et luttant avec Martin Luther King contre l'apartheid aux États-Unis. Alors, pourquoi M. Jackson est-il venu en Côte d'Ivoire
Pourquoi? Parce qu'il était invité par M. Charles Blé Goudet et non pas par l'État de la Côte d'Ivoire, mais sur initiative de M. Charles Blé Goudet. Charles Blé Goudet a invité le révérend Jesse Jackson en Côte d'Ivoire pour y prier. Avec tous les groupes de la société ivoirienne, tous les groupes, le Nord, le Sud, toutes les ethnies, pour pouvoir bénéficier de cette expérience de Jesse Jackson, pour arriver à la réconciliation, à la veille des élections en 2009. Et l'intention de M. Blé Goudet était de réunir les Ivoiriens, de réunir leurs différences politiques et ethniques pour passer au-dessus, parce que c'était ce qui divisait le pays à l'époque, qui divisait le pays en deux. Nous avons là, à l'évidence, Monsieur le Président, un acte qui démontre toute participation à un plan commun, ou l'existence même de ce plan commun. Je vous invite à voir ces images. Qui sont pour la non-violence, tous ceux qui doivent comprendre que le temps est un autre nom de Dieu, et comme le disait Abraham Lincoln, on ne perd rien de précieux en attendant son temps. Les Noirs américains ont mené un combat de près de 54 ans de lutte, et la victoire de Barack Obama étant la victoire du temps sur les raccourcis. Je pense que tous ceux qui ont été les pionniers de cette lutte doivent être une source pour nous. Alors nous avons invité Jesse Jackson, nous ne le précisons pas pour parler à un clan, mais pour parler à tous les Ivoiriens, parce que nous pensons que nous avons besoin de cela avant les élections. Apaiser les esprits, que les uns et les autres puissent accepter que la politique, la démocratie est un jeu. Un jeu, on peut perdre comme on peut gagner. Quand on perd, on se réorganise pour pouvoir aller à l'assaut de l'objectif qu'on s'est fixé. Avec Jesse Jackson, on espère que la jeunesse ivoirienne saura tirer une grande leçon de sa présence ici. Mr. President, Monsieur le Président, vous venez de voir dans ces images vidéo que c'est M. Blé Goudet qui avait invité M. Jackson pour prendre la parole, non pas un groupe, mais tous les Ivoiriens, pour pouvoir tirer les enseignements de l'expérience de M. Jackson en matière de droits humains et de paix. Et les éléments de preuve que nous présenterons vous montrera que cette initiative prise par M. Blé Goudet n'était pas unique. Il y en a eu beaucoup d'autres, et nombreuses sont celles qu'on vous présentera. Et d'ailleurs, mon collègue, Maître Hendry, pourra aussi vous montrer plusieurs événements et plusieurs exemples dans ces journées qui ont précédé la crise. Nous allons vous montrer que Charles Blé Goudet était même le témoin D9, il était perçu comme, je cite donc, trop comme Martin Luther King. Martin Luther King, il n'y a pas allé vraiment au charbon. D'accord. D9. Fin de citation. Et ce témoin D9 dira à la Chambre que le leader de l'organisation rivale, qui était à l'opposé de l'idéologie de Charles Blé Goudet, a même refusé de le reconnaître comme leader. Parce qu'il n'était pas d'accord avec l'idéologie de l'organisation. Et il n'était pas d'accord avec Charles Blé Goudet perçu comme trop pacifiste.
Et donc nous allons même pouvoir vous montrer qu'un des témoins de l'accusation, un témoin de l'intérieur, le témoin P156, reconnaît que Blé Goudet n'a jamais été impliqué dans quelque violence que ce soit. Et il a déclaré au procureur. Blé Goudet n'a jamais dit à les tuer, à les massacrer, à les faire ceci. Non, Charles Blé Goudet, oui, a fait bouger les gens. Mais on faisait quoi? Les mains nues. Apart from witness BP15. Et mis à part ce témoin P156, d'autres témoins du procureur vont aussi témoigner de cette nature de Blé Goudet. C'est le témoin 118 de l'accusation, un témoin de l'intérieur, qui déclare à l'accusation que l'alliance de Blé Goudet était très différente de toute autre organisation telle que la CONARECI, parce que celle-ci n'utilisait que le dialogue et plaidait en faveur d'un débat non armé. Et c'est par excellence l'objectif de l'alliance de M. Blé Goudet. Et Monsieur le Président, quand on regarde l'histoire authentique d'un homme, alors on connaît sa nature vraie. Et je pourrais vous montrer que M. Charles Blé Goudet était tout sauf un homme violent. C'était un homme de justice. Avant la crise, pendant la crise, après la crise. Vous verrez. Et les éléments de preuve l'attesteront que nous avions là un homme qui voulait réunir les gens, qui voulait le dialogue. Un homme qui, toute sa vie, a respecté l'état de droit, qui a respecté les groupes ethniques et religieux, sans avoir quelque sentiment de discrimination que ce soit. Nous allons pouvoir vous présenter des éléments de preuve qui attesteront que Charles Blé Goudet n'aurait jamais pu participer à un plan commun, contrairement à ce que le procureur affirme et qui aurait été établi en 2002. Ce qui est assez révélateur, c'est de voir qu'en juin 2015, et je viens d'en parler d'ailleurs, a interviewé un témoin de l'intérieur potentiellement important, un témoin de l'intérieur que nous allons appeler à la barre parce que le procureur a choisi de ne pas l'appeler et nous savons pourquoi. Et c'est ce que le témoin a déclaré à l'accusation au début de l'année. Non seulement les jeunes patriotes n'avaient pas une structure organisée avec un chef, mais encore plus important, c'est que Blé Goudet n'appartenait à aucun parti politique. Et quand vous allez entendre et intégrer le témoignage de ce témoin que nous allons appeler ici pour témoigner, vous comprendrez pourquoi le procureur a évité de le reprendre sur sa propre liste. Et ensuite, les éléments de preuve que nous allons présenter vous montreront qu'avant la crise et pendant la crise, M. Blé Goudet maintenait des relations à la fois proches et amicales avec des membres de la communauté musulmane et avec des gens du Nord. Il leur offrait parfois une aide médicale ou des dons pour financer leur pèlerinage à la Mecque. Vous entendrez d'ailleurs le témoin D1 qui vous le confirmera. Et nous pensons que les éléments de preuve que nous présenterons vous donneront un aperçu tout sauf pénal de l'attitude de M. Blé Goudet et de son intention discriminatoire. Donc nous allons pouvoir vous montrer que un témoin d'ailleurs qui en parlera, M. Goudet était tout sauf contre les musulmans. Il allait dans la communauté, il allait dans les mosquées, il participait à des cérémonies, il faisait des donations aux mosquées. Après tout, ce n'était pas l'islam qui attaquait la Côte d'Ivoire, c'était les forces de Ouattara et l'armée française qui a armé ces forces. Et c'est ce que ce témoin D7 déclarait déjà en août
2014. Alors, notre homme, Blé Goudet, qui a créé l'Alliance au lendemain du coup d'État de 2002 par les forces rebelles, comment cet homme peut-il être targué d'être violent alors que l'Alliance de M. Blé Goudet, avait dans ses rangs des musulmans et des gens du Nord? Je vais maintenant vous montrer un clip vidéo qui ne fera que confirmer ce que je viens juste de dire. Il est divisé en deux parties. C'est une compilation de plusieurs vidéos concernant des événements qui se sont produits en 2009 et 2010. Et vous verrez au tout début, M. Blé Goudet, lors d'une réunion avec plusieurs associations musulmanes de la Côte d'Ivoire en 2010. La réunion avait été organisée par la COGEP à son siège à Yopougon. Et lors de son discours, M. Blé Goudet a répété que les musulmans ne devraient pas se sentir à l'écart. Après ce clip, vous verrez un autre clip vidéo et vous verrez certaines des actions sociales de la COGEP auxquelles j'ai fait référence, comme par exemple la rencontre de personnalités musulmanes ivoiriennes influentes afin de rétablir l'harmonie entre les différentes communautés en 2009, et également les dons en matériel qui ont été offerts à plusieurs groupes musulmans afin de les aider à construire ou reconstruire, grâce aux matériaux offerts, des lieux de prière et des écoles coraniques. Ces actions se sont déroulées en plusieurs lieux sous la supervision de M. Blé Goudet, donc à Douékoué, Gagnoa et à Saint-Paul. Tell